Bonjour. On va continuer avec les classes input-output stream. Donc, voici une vue globale de la hiérarchie input-output stream. Donc, on peut bien comprendre que ça utilise ce qu'on appelle le pattern décorateur. Donc, la conception ici, on voit clairement qu'il y a une classe composante de base avec une implémentation de base. On a un filtre donc qui contient euh, qui peut agir comme un décorateur, donc qui est bien sûr hérité par plusieurs filtres, donc qui sont des décorateurs qu'on peut bien sûr utiliser pour décorer notre objet de base. Donc comme on a fait dans l'exemple précédent, donc on a pu voir qu'on peut décorer notre objet file input stream ou bien notre objet file output stream par un décorateur de type buffered input stream ou bien pushback input stream ou bien data input stream ou bien line number input stream et de la même façon pour les output streams. Donc du coup, donc ces classes concrètes euh, de base, à savoir les files input stream et file output stream, se chargent de lire ou d'écrire depuis un fichier, tandis que les autres classes, donc ils vont envelopper cette classe de base pour ajouter des fonctionnalités de plus autour de ces flux de base. Donc les classes de type filtre, comme on a dit, donc elles servent comme un décorateur qui prennent en paramètre un autre flux. Donc par exemple, on a vu qu'on peut décorer notre objet de base, notre file input stream via un objet de type data input stream et un buffered input stream. Donc ça va donner bien sûr un objet qui peut bien sûr cumuler des fonctionnalités de plus en plus de la lecture classique. Donc on peut bien sûr ajouter des fonctionnalités donc, ils vont lire, par exemple, des données à partir de notre fichier, ou bien Buffett qui va ajouter un tampon donc, pour pouvoir rendre la lecture plus rapide. Donc, comme ça, chaque filtre, il va, euh, donc, euh, comme chaque filtre accepte un objet de la même famille, on peut les cumuler donc, pour, bien sûr, construire une chaîne de traitement. Donc, c'est précisément l'intérêt de cette architecture donc, qui utilise le pattern décorateur. Donc, si on revient vers les classes filtres, donc les classes filtre input stream et filtre output stream, donc ils vont jouer le rôle de décorateur abstrait. Ils définissent une structure commune pour les classes qui ajoutent des fonctionnalités au flux d'entrée et de sortie, à savoir ce sont des filtres simples, donc ils peuvent décorer notre objet de base. Donc les classes phi euh, spécialisées normalement euh, en tant que des filtres. Donc, il peut bien sûr ajouter un comportement comme un buffer par exemple, ou bien une lecture de type primitif, ou bien par exemple d'autres mécanismes via d'autres filtres. Du coup, donc si on ajoute par exemple un buffered input stream, dans notre cas d'exemple de lecture et d'écriture, dans notre cas d'exemple de copie. Donc le buffered input stream, donc ça va ajouter ce qu'on appelle un tampon. Donc il ajoute un tampon de mémoire entre le programme et la source de données. Donc et du coup, donc au lieu de lire les données octet par octet depuis les disques, donc Java peut par exemple charger un bloc de données dans un buffer, puis le programme va lire depuis ce buffer. Et du coup, donc automatiquement, donc le buffer ça va contenir plus d'octets. Et du coup, au lieu de lire octet par octet, on peut lire plusieurs octets par plusieurs octets, donc bloc d'octets par bloc d'octets. Et du coup, donc ça va réduire le nombre d'accès disque et ça va améliorer automatiquement la performance lecture. Donc, si on veut faire un exemple concret de cet objet-là, donc on peut par exemple revenir vers notre exemple de base, donc où on a utilisé une copie via un file input stream et file output stream, et on peut par exemple dire, donc on peut par exemple voir ce que ça va donner via un objet comme ça. Donc on peut par exemple comparer le temps de lecture et d'écriture via par exemple donc, je peux par exemple afficher ici en donc var start time égale. Donc, je vais utiliser un objet de type system.countTimeList, donc qui donne le temps en millisecondes.
Donc je peux bien sûr le calculer à la fin, ici, une fois la copie est terminée. Je peux le faire ici. Donc je vais le nommer endTime. Et une fois, donc je vais faire copie terminée dans, par exemple, et je vais faire ici endTime moins startTime en millisecondes pour voir vraiment le temps qu'on a fait pour copier notre fichier. Donc je vais créer une autre fonction. Donc que je vais nommer IO2. Donc à l'intérieur duquel, au lieu d'utiliser des objets de type file input stream comme ça, je vais décorer mon objet. Donc je vais décorer mon objet avec un buffer input stream. Donc pour voir ce que ça va donner avec ce décorateur. Donc je vais ajouter ici un new buffered output stream. Comme ça, donc pour décorer aussi mon flux d'écriture. Donc un buffered input stream, buffered output stream. Donc ça utilise ce qu'on appelle des buffers. Donc je peux créer un tableau, donc un tampon. Donc je vais le nommer buffer. Comme ça, égale un new buffer, new byte. Donc un tableau de bytes. Donc je peux choisir juste donc un tableau de 8 cases. Mais réellement, dans notre objet buffered input stream, ça va bien sûr optimiser cet objet-là dans la RAM pour pouvoir bien sûr utiliser un buffer qui est plus performant pour la lecture tampante. Donc ça rend notre lecture plus performante. Donc ici, au lieu de prendre ce bit pour la lecture, maintenant je vais lire dans mon buffer et je vais écrire à partir de mon buffer. Et du coup, donc, je vais tester maintenant les deux pour voir la copie avec buffer et la copie sans buffer. Donc ici, je vais dire copie avec buffer, avec le décorateur buffer. Donc comment on copie avec tampon. Donc c'est le décorateur qu'on vient d'ajouter. Donc on va bien sûr tester les deux. Donc je vais faire IO2 pour voir ce que ça va donner. Donc si j'exécute, donc là on voit clairement que la première copie c'est 1 milliseconde et la deuxième c'est 0. Donc puisque le fichier il est donc c'est un fichier qui n'est pas grand, qui n'est pas assez grand pour pouvoir tester réellement est-ce que, euh, est-ce que la copie, donc ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai un fichier ici qui est assez grand, donc c'est un fichier dictionnaire.txt, donc qui contient jusqu'à 80,23 mégas. Donc il y a plusieurs, bien sûr, lignes ici. Donc je vais essayer d'utiliser ce fichier-là pour voir la différence. Et du coup, donc je vais revenir ici pour utiliser mon fichier test file slash dictionnaire.txt. Donc je vais utiliser dans le même dossier par exemple une copie. Donc je vais créer un objet copie dictionnaire pour copier mon dictionnaire. Donc ça c'est pour le file input stream, file output stream. Et je vais utiliser la même chose donc pour mon objet décoré, c'est-à-dire ici, je vais changer source.txt et je vais changer aussi destination.txt vers une autre copie, par exemple copie 2. Donc comme ça, quand je vais exécuter, donc je vais bien sûr voir ce que ça va donner. Donc le premier, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on voit clairement que ça prend un peu de temps pour copier. Donc une fois la copie est terminée, donc on va passer vers la deuxième fonction donc, qui utilise des buffers. Donc on voit clairement que la deuxième façon, donc elle n'a pas pris beaucoup de temps. La première, elle a pris 21 secondes.
alors que la deuxième, elle a pris que 39 millisecondes. Donc on voit clairement que l'utilisation de ce décorateur a vraiment changé la façon dont on utilise notre objet de base, notre flux de base. Et du coup, notre flux de base seul, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, mais en le décorant avec un buffer input stream, donc on voit clairement que donc ça a changé bien sûr donc la façon dont on copie vers une façon assez rapide et performante. Donc l'idée c'est en ajoutant ces décorateurs, on va ajouter des fonctionnalités de plus. Donc il n'y a pas que le buffered input stream, il y a aussi ce qu'on appelle les filtres data input, data output stream. Ce sont des filtres qu'on peut ajouter aussi pour, par exemple, ajouter des fonctionnalités de plus comme lire directement des types primitifs comme int, double, char, etc. Ou bien gérer, par exemple, au lieu de gérer par exemple des octets manuellement. Donc on utilise des méthodes plus expressives comme read int, read double, read float, etc. Donc du coup, un exemple plus simple, vous pouvez le trouver ici dans le cours. Donc ici, on a décoré notre objet de base. En plus d'un buffer, on l'a décoré avec un data output stream pour pouvoir écrire des données de type primitif, par exemple. Mais il faut bien sûr respecter une règle. Donc les données qui sont lues par un data input stream par la suite, donc ils doivent normalement avoir été écrites avec le même format, c'est-à-dire généralement avec un data output stream. C'est pour ça que ici on commence par un objet de type data output stream pour écrire ces objets-là pour que par la suite, donc quand on va créer un objet de type data input stream, donc on peut appeler les fonctions read boolean, read char de la même façon. Comme ça, donc on peut afficher les données donc qu'on vient de stocker dans le fichier, bien sûr, variable.txt. Donc de la même façon, donc il y a d'autres bien sûr filtres à utiliser. Donc line number input stream, ça permet aussi d'envelopper notre objet de base pour pouvoir par exemple suivre le numéro des lignes dans un flux. Donc normalement cette classe aujourd'hui elle est obsolète, elle n'est plus utilisée, mais dans les versions anciennes de Java, elle a été donc, elle a été utile dans ce cas-là. Donc, pour les fichiers texte, on préfère maintenant utiliser les classes de la hiérarchie reader, notamment line number reader ou buffer reader. Ces classes, euh, ce sont des classes qui peuvent bien sûr agir sur les lignes de notre fichier d'une manière un peu plus efficace qu'un objet de type line number input stream. Donc, il y a aussi le décorateur Object Output Stream, Object Input Stream. Donc, on va les utiliser pour utiliser ce qu'on appelle la sérialisation. Donc, la sérialisation, c'est un, c'est un cas particulier des flux binaires. C'est-à-dire, l'objectif ici n'est plus seulement de lire et écrire du texte, mais de sauvegarder directement des objets Java. Donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle un objet output stream. Donc pour écrire cet objet dans un fichier, c'est-à-dire le sérialiser dans un fichier. Donc on peut bien sûr le sérialiser pour l'envoyer dans le réseau par exemple et le prendre dans l'autre côté pour pouvoir le désérialiser à partir d'un objet de type object input stream. C'est-à-dire un objet de type object input stream, donc peut le relire donc, pour pouvoir relire la classe de l'objet, donc la désérialiser. Donc du coup, cet objet doit implémenter l'interface sérialisable. Donc ça, c'est parmi les choses, donc les contraintes de la sérialisation, c'est que l'objet à sérialiser doit implémenter l'interface sérialisable. Donc du coup, donc donc c'est les classes Object Input Stream et Object Output Stream, donc qui peuvent aussi être utilisés comme des décorateurs. Mais ici, on voit clairement que dans l'hierarchie des Input-Output Stream, ce ne sont pas des sous-classes de la classe filtre Input Stream, filtre Output Stream. Pourquoi? Parce que ce sont des décorateurs ayant des traitements un peu plus complexes qu'un simple filtre comme un buffered et data, etc. Donc, il sert à sérialiser et désérialiser des objets. Et du coup, donc, ce sont des filtres un peu plus complexes.
Donc, ils vont transformer un objet en une suite d'octets avec la fonction soit writeObject pour les objects output stream ou bien readObject pour le désérialiser de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que ce sont des décorateurs qui sont pas des sous-classes de la classe filtre à input et filtre output stream. Donc, du coup, donc, comme on a dit, donc, à travers un exemple, donc, si on veut comprendre la sérialisation et la désérialisation, donc la chose à retenir ici, c'est que pour sérialiser un objet, donc l'objet à sérialiser et désérialiser doit obligatoirement implémenter l'interface sérialisable. Donc notez que l'interface sérialisable, c'est une interface marqueur, c'est-à-dire elle contient aucune méthode à implémenter, c'est-à-dire si on va vers la documentation de l'interface sérialisable, donc on verra que c'est une interface qui contient rien. C'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a rien. Et les interfaces qui contiennent rien à l'intérieur, on les appelle marker interface, ce sont des interfaces marqueurs. Donc elles servent juste à indiquer à la JVM que les objets, par exemple CD, ici, donc ce sont des objets donc, qui peuvent être sérialisés. Donc c'est une information importante pour Java, car la sérialisation nécessite de transformer l'état de l'objet en octet, puis de pouvoir le reconstruire plus tard. Donc du coup, dans cet exemple par exemple, nous sérialisons trois objets CD, donc CD1, CD2, CD3, donc avec ces informations-là, dans un fichier qui s'appelle cd.data. Donc puis, on va essayer de les désérialiser par la suite pour les réutiliser. Donc dans cet exemple, donc, on a utilisé un object output stream donc, comme décorateur dans notre flux de base. Donc pour ne pas juste lire et écrire du contenu du fichier cd.data, mais ici on va gérer des éléments spécifiques concernant l'entête du flux, la conversion des objets, la référencement donc entre les objets, la compatibilité des classes lors de la sérialisation et la désérialisation, parce que il faut savoir que ce mécanisme de sérialisation, c'est un mécanisme qui est utilisé pour faire ce qu'on appelle la communication réseau entre deux applications distantes. C'est-à-dire on peut par exemple communiquer des données donc d'une façon binaire en les sérialisant comme ça dans un fichier et les envoyer dans le réseau. Comme ça, on peut les désérialiser dans l'autre côté pour pouvoir les utiliser et refaire la même chose. Donc ici, on voit clairement que ça, c'est le fichier donc, sérialisé qui contient ces 3 C désérialisés. On peut par la suite utiliser un objet Object Input Stream pour pouvoir bien sûr faire l'opération inverse, c'est-à-dire la désérialisation. Donc du coup ici, on va lire les octets stockés dans le fichier et automatiquement on va reconstruire ces objets correspondants via la fonction readObject. Donc la méthode readObject ici retourne un objet, donc il faut le caster en CD vers bien sûr le type réel donc qu'on veut utiliser ici, c'est l'objet CD. Donc du coup on peut prendre chaque CD qu'on a désérialisé pour pouvoir juste l'afficher via la fonction system.out.print comme on voit ici. Donc ici on voit clairement qu'on a utilisé une boucle infinie, donc on a bouclé sur le fichier jusqu'à la fin. Donc la fin, ici arrivé à la fin du fichier cd.date, donc ça peut provoquer une exception de type end of file exception. Et du coup, donc le moment où on va attraper cette exception, on verra que, donc on peut dire que c'est la fin du fichier. Et du coup, donc on fait un break pour pouvoir sortir notre boucle. Donc c'est ça l'idée ici. Donc je crois que c'est tout concernant les objets que vous pouvez utiliser à travers l'hierarchie des flux d'entrée-sortie du package java.io. Donc du coup, rendez-vous aux prochaines vidéos concernant la deuxième partie, à savoir les objets du package java.nio, ou ce qu'on appelle les new io. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.